Zaz Chalumeau. Alors, Isabelle, c'est ça? Isabelle. Isabelle, nom de plume, Zaz Chalumeau. Voilà. Et une plume fertile, j'ai envie de dire. 15 ouvrages déjà, c'est bien ça? Vous en êtes au 15e? Oui. Vous écrivez énormément, et à tous les moments de la journée, de votre vie, j'ai envie de dire, vous êtes à la fois auteur, mais aussi écrivain public. Voilà, donc écrivain public, ça c'est tous les jours, c'est le métier, hein, c'est ce qui me nourrit. Et puis quand j'arrive à trouver du temps libre, ouais, j'écris des romans, j'écris des poèmes, j'écris des nouvelles. J'ai un blog perso qui est assez fourni. Je suis blogmaster d'une association, de 2 associations, enfin. Je suis dans l'écrit du matin au soir. Qu'est-ce qu'un écrivain public également? Parce qu'on pense tous à la personne qui va écrire une lettre pour le brave papy qui écrit mal. C'est plus ça, il a évolué le métier. Alors il y a toujours ça fait quand même toujours partie du métier, bien sûr. Mais non, ça a énormément évolué. Il y a plein de choses en fait. Il y a les discours, alors pas forcément des discours politiques. Hein. Il y a des discours, par exemple, un chef d'entreprise peut me démarcher parce qu'il a un de ses salariés qui est décédé, il doit faire un discours pour les obsèques ou une remise de médaille. Qu'est-ce que je peux avoir? Des demandes de correction, hein, des gens par exemple qui s'auto-éditent, qui ont besoin que quelqu'un relise leur bouquin. Des poèmes, même en commande, je peux avoir des poèmes par exemple pour la naissance d'un enfant ou le 50e anniversaire de mariage des grands-parents, des choses comme ça. Et puis surtout, ce qui est très très tendance, c'est les romans de la vie, les biographies donc de gens lambda. Donc, ce sont des livres qui ne seront pas édités véritablement, ce sont des livres qui restent dans la famille, on va dire. Mais ça, c'est très tendance, il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, et c'est le nec plus ultra. Juste une parenthèse à propos de discours. Si vous pouviez proposer vos services à l'Élysée ou à Matignon, ça nous permettrait peut-être d'entendre un petit peu moins de conneries. Ah, peut-être. Ce n'est que mon avis. Alors moi j'étais un petit peu sceptique quand j'ai reçu votre livre Vega, la terreur du petit chemin, avec la photo de cette très très jolie petite chienne sur la couverture. Je me suis dit, mon Dieu, encore quelqu'un qui va... Parce que tout ce que j'ai lu, généralement un auteur qui fait écrire son chien, c'est bien souvent désastreux, catastrophique. Et donc j'avais un a priori, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on m'inflige encore? Et puis finalement, j'ai ouvert ce livre parce que je suis professionnel quand même jusqu'au bout. Enfin, j'essaie de l'être en tout cas. Et j'étais plus qu'agréablement surpris. Il y a un style, il y a j'ai découvert un vrai écrivain au travers de ce seul livre, hein, parce que je dois avouer que je ne connais pas du tout vos autres écrits, dont on parlera tout à l'heure, quelques-uns sont là devant vous, mais au travers de ce seul livre, j'ai vraiment découvert un vrai écrivain, un vrai talent. Par exemple, le chien qui crie, c'est qu'un prétexte, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais souvent, on s'attend à quelque chose de mièvre, de fleurs, donc voilà, fleurs bleues, de facile. J'ai essayé de ne pas tomber dans le piège, parce que c'est vrai que c'est tentant, mais... Non, moi, c'était surtout l'opportunité de me moquer de plein de choses, y compris de moi-même et de mon ami. Voilà, pour faire dire à Vega un tas de choses, parce qu'elle a une opinion sur tout, hein, vous avez vu. Bien sûr. La politique, les réunions de famille, Noël, enfin vraiment tout. Hein, je crois qu'il y a eu une séance de pendule pour les élections présidentielles. Voilà, donc moi, ça a été vraiment l'opportunité d'écrire quelque chose de très léger et quand même de débiner sur beaucoup de choses. Parce que le but, c'est ça, en fait, hein, de débiner sur plein de choses. Alors, Vega, finalement, c'est un prétexte pour dire des choses que vous-même, vous ne diriez pas forcément, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Très drôle, ce chien, très attachant. Vous réussissez... il y a plein d'aspects de ce chien. Elle était vraiment comme ça parce qu'elle n'existe plus. La petite Vega, elle est décédée malheureusement, très jeune en plus. Ouais, elle est décédée un petit peu avant l'apparition du livre. Elle était très facétieuse, elle était très insolente. Donc ça m'a permis de faire vraiment quelque chose de, voilà, je pense, vous dites, de sympa, parce que oui, elle avait elle avait une très forte personnalité. Et je pense que si elle avait pu parler, oui, je pense qu'elle aurait pu tenir ce genre de propos. C'est ce qu'on imagine au bout de quelques pages seulement. C'est ça qui est très drôle très drôle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans ce livre, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques pages, on se rend même plus compte que c'est un chien. Enfin, on admet volontiers qu'un chien nous fasse la conversation, quoi. Oui. Ça paraît saugrenu au départ, un chien qui vous raconte une histoire, et puis au bout de quelques pages, non, c'est rien de plus normal. On s'en étonne plus. Oui, donc voilà, donc là, challenge réussi. Oui, absolument.
Alors là où je vous rejoins un petit Ça, peu, je n'ai pas votre talent d'écriture du tout, mais moi je suis un petit peu comme vous. J'ai deux chiens, Taigo et Gizmo, un bébé que j'ai adopté il y a quelques semaines, qui sont tombés amoureux de Vega d'ailleurs, soit dit en passant. J'aurais montré la photo de Vega. Et donc moi je me sers un petit peu de Taigo aussi, mais sur Facebook. J'ai créé le compte Taigo le chien pour dire toutes les bêtises que je ne dirais pas sur mon compte personnel. Voilà. Et toutes les vacheries que j'ai envie de dire sur certaines personnes, je me sers de Taigo pour ça. Alors Vega, c'est la deuxième fois que vous faites parler un chien. L'un de vos premiers ouvrages... 10 ans plus tôt. En 2003. J'avais publié Les Mémoires d'un Labrador. Donc c'était un fascicule un petit peu plus petit, mais c'était dans la même verve, c'était dans la même catégorie d'état d'esprit, on va dire. Vous avez un autre chien depuis le départ de... Ah oui, parce que nous, on ne sait pas vivre son chien. Donc on a une petite tibétaine, un épagneul tibétain. Et donc il va écrire un livre aussi, peut-être un jour, le temps qu'elle apprenne à écrire. Oui, je pense. Peut-être qu'on va changer, parce que mon ami fait beaucoup d'aquarelles ou de dessins. Donc peut-être qu'on va changer de style pour ne pas retomber toujours dans les mêmes histoires. Alors peut-être qu'on fera plutôt un livre pour enfants, on ne sait pas encore, mais on va certainement mêler le côté dessin, aquarelle à l'ouvrage. Mais on va attendre un peu qu'elle accumule les expériences. Alors même si vous avez un petit peu voyagé et vécu à l'étranger, notamment à Londres, vous êtes Lorraine, hein, je suis Lorraine. Vous habitez toujours en région d'ailleurs, vous habitez Nancy, vous n'avez pas quitté la Lorraine. Oui. Et dans vos écrits, la Lorraine apparaît beaucoup. Il y a cette saga, alors je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose puisque je ne l'ai pas lu, mais elle est intéressante parce qu'elle se passe en Lorraine. Donc la saga des Colin-Maillard, c'est une aventure qui démarre... Alors le tome 1 démarre en 1865. Voilà, 1865. Avec donc la naissance de Marie-Joséphine Maillard, donc, qui est une personne donc, qui est sur celui-là. Donc Colin Maillard. La petite grand-mère qui est là. Donc qui est une personne qui a vraiment existé à Igné dans les Vosges, pas Igné à Fribourg. Et donc moi en fait, le point de départ de cette saga, j'avais pas du tout l'intention de faire une saga au départ, parce qu'une saga, ça me paraissait quand même un truc énorme. Mais il y avait un éditeur dans les Vosges qui avait lancé un concours. Il fallait écrire une grande nouvelle ou un petit roman. Il y avait une 50aine de pages d'imposés. Et il fallait absolument que ça se passe dans les Vosges. Et autre contrainte, il fallait absolument mettre l'anecdote, ou enfin le récit, bien ancré dans l'histoire de France, dans l'histoire de la Lorraine en l'occurrence. Donc j'avais fait un très gros travail de recherche sur l'histoire à l'époque-là. Et quand mon ami, mais bon, je cherchais une histoire, et quand mon ami me parlait de sa grand-mère, sa petite mère, comme elle l'appelait, pour moi, c'était un personnage de roman. C'était vraiment quelqu'un qui n'avait rien vécu vraiment d'extraordinaire, mais quand même, c'était un personnage de roman. Donc je me suis dit, tiens, voilà, je tiens mon sujet, 50 pages, ça va le faire. Et puis j'ai pas pu faire le concours parce que j'ai pas pu finaliser l'écrit. J'avais le texte brut, mais je ne pouvais pas envoyer ça à un concours. Donc finalement, c'est resté un petit peu en latence pendant quelques années. Et puis après, je suis retombée dessus et je dis oui, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir finalisé ça. Donc j'ai eu l'idée de le reprendre. Et puis il fallait l'étoffer parce que 50 pages, c'était quand même pas gros. Et en l'étoffant, je me suis dit, mais c'est vrai que je pourrais... Donc un côté des Colin-Maillard, c'est le côté familial de mon ami. Et après, je me dis, mais oui, pourquoi ne pas rattacher mon côté? Et puis après, voilà, se faire rejoindre les descendants des deux familles. Et alors, voilà, comment est né en fait... Mais quand j'ai écrit le premier tome, voilà, moi, je savais qu'après, ça allait faire une saga, et j'avais les titres, puisque sur le premier ouvrage, j'avais les titres des 4 ouvrages suivants. Mais bon, ça a été quand même beaucoup de boulot, parce que quand on voyait la taille du bouquin... Alors on part de 2 histoires vraies, de personnages existants, alors, voilà, que vous faites se rejoindre dans la fiction ensuite. Voilà. Quelle est la part de fiction, quelle est la part de vérité dans cette... Alors je dirais que dans les 2 premiers tomes, donc celui-là, puisque ça c'est la réunion des 2 premiers tomes, la part de fiction est assez importante parce qu'on tourne à 1865. Donc, alors moi, de mon côté familial, c'est 100% fiction parce que je ne connais pas du tout l'histoire de ma famille. Du côté de mon ami, on va dire 50-50. Et puis après, plus on avance dans le temps, et plus c'est quand même pas mal autobiographique des 2 côtés, parce que voilà, c'est ce que moi j'ai pu vivre dans mon enfance,
le tome 1 donc, va de 1865 à la veille de 1930 à peu près. Le deuxième tome va de 1930 à 1950. Et ensuite 1950, 1975 à peu près. Et 1975, 2000. Ça a été les années 2000. Donc c'est sûr que plus on avançait dans le temps, et voilà, plus c'était quand même mon histoire, l'histoire de mon ami. Mais quand même, ce côté historique a vraiment bien plu, contrairement à... Moi, ma crainte, c'était que voilà, le lecteur, il ait envie d'une saga, mais pas forcément... il y a plein de détails sur l'histoire, et j'avais un peu peur que ça lasse. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Le retour des lecteurs de la Lafontière avait été vraiment très très bon. Ils me disaient, oui, c'est vraiment bien, tous ces... Parce que... Bon, il y a des repères historiques, mais je n'ai pas voulu faire non plus un livre d'histoire, donc ça reste anecdotique. Et les gens ont bien aimé ce côté rappel de faits sans pour autant faire un cours d'histoire dont je n'aurais pas été capable, quoi. Donc finalement, j'ai gardé ce côté un peu historique, mais quand même de moins en moins, parce que l'histoire, la vraie histoire, enfin le récit, prenait quand même de plus en plus d'importance, et voilà, il fait déjà 600 pages, donc si j'avais développé le côté historique, c'était plus possible, quoi. Ça faisait des ouvrages. C'est vrai que c'est déjà énorme, c'est un travail impressionnant. Peu d'auteurs se risqueraient à un tel ouvrage. Ça demande, à part je pense à des sagas comme celle de Duhamel, par exemple, pour ne citer que les plus connus, hein. Oui. Mais ça doit représenter un travail extraordinaire. C'est vrai que c'est beaucoup. Moi, je pense que si j'avais mesuré le travail, je ne me serais pas lancée là-dedans, parce que c'est énorme. Il y a énormément de personnages, si bien que moi, pour moi-même, j'ai été obligée de faire un lexique avec le nom des personnages. Bon, après, je l'ai laissé dans le livre, comme ça le lecteur s'y retrouve. J'ai fait des arbres généalogiques, parce que même moi, je m'y perdais un peu, hein. Et au bout de 4 ans, moi j'ai mis 4 ans à écrire ça, parce que j'écris à temps perdu. Et c'est vrai qu'au bout de 4 ans, bon, j'étais contente de passer à autre chose. Quand on décide d'installer une histoire comme ça dans une région bien précise, j'évoquais la question tout à l'heure avec Élise Fischer également, on se doit de bien connaître sa région, son vocabulaire, ses coutumes. Ah oui, oui. Oui, c'est pour ça que moi, bon, en l'occurrence, de toute façon, c'était un personnage qui habitait ici, mais j'aime bien quand même placer mes récits dans la région, parce que voilà, c'est une région que je connais, quoi. Et puis, moi, ça ne me dérange pas, le côté régionalisme. Il y a des auteurs que ça dérange d'être classés dans cette catégorie-là. Moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que les gens aiment bien. Quand dans un livre, voilà, le personnage, il se promène place Stanislas, les gens aiment bien, ils visualisent tout de suite. Donc, oui, moi, j'aime bien placer mes histoires. Même si le prochain, il se passe en Ukraine. Je ne connais pas du tout l'Ukraine. Mais en l'occurrence, j'ai un gros matos pour écrire cette histoire grâce à l'histoire de vie d'une de mes clientes qui m'a autorisé à l'utiliser. Mais sinon, voilà, mes récits, je les place en Lorraine, je les place à Nancy, quoi, où je connais bien. Alors j'ai lu Véga, j'ai à peine survolé un peu le premier, enfin tome 1 et 2, puisqu'ils sont regroupés de Colin Maillard. Comment fait-on pour passer de style aussi radicalement opposé? Je parle de style d'écriture propre, c'est quand même... On n'a pas l'impression que c'est la même personne qui a écrit ces deux livres. Alors ça, c'est peut-être aussi mon métier d'écrivain qui m'aide à faire ça, parce que c'est vrai que quand... dans mon métier, je passe de choses très différentes. Je peux faire parce que bon, dans le métier d'écrivain public, il y a par exemple tout le côté... Moi, à la base, je suis secrétaire commercial. Donc, j'ai développé, dans mon métier d'écrivain public, j'ai développé le côté secrétariat quand même pas mal. Donc, je peux passer dans mon métier du poème pour la naissance d'un bébé. Vous avez commencé par de la poésie d'ailleurs en 1995, oui, hein, c'est ça? Oui. Un concours obtenu d'ailleurs, c'était le concours... C'était à Dombasle. Donc je peux passer de l'écriture d'un poème à un compte-rendu de conseil municipal, à un compte-rendu de colloque de psychiatrie. Oui, ce sont des choses quand même très très différentes. Et puis dans les romans de la vie, on est amené à écrire des choses très différentes sur des personnalités très différentes. Donc ça, je pense que oui, ça m'a aidé à... C'est un véritable don. Vous êtes un caméléon, finalement. Un caméléon, c'est derrière. Les auteurs, on reconnaît souvent le style d'un auteur, même un auteur qui écrit sous un nom d'emprunt. Souvent, on va reconnaître comme ça
une façon d'écrire, un style. Et vous réussissez comme ça à... Bon, là, ce sont des styles aussi très différents. Oui. Mais je pense que je pense que le prochain roman que je vais sortir, je pense que les gens qui ont lu ça reconnaîtront quand même la plume, parce qu'on reste dans le même registre, donc là, je pense que la plume, elle reste quand même la même. Et sinon, cette famille, alors Colin-Maillard, l'histoire est terminée? Vous en êtes où de l'écriture? C'est terminé? Il y a une suite prévue? Il y a quelque Des Colin-Maillard? Oui. Ah non, c'est fini. Non, vous en sortez maintenant. Ah oui, non, là, on est arrivé au seuil des années 2000, après, c'est une autre histoire, ça pourra éventuellement, mais ça ne sera pas une suite. Alors, comment est-ce que vous travaillez? Alors, quelque chose qui me surprend aussi, et c'est un choix, je crois. Moi, ce qui m'a étonné en lisant Vega, c'est de savoir que vous étiez auto-édité. Là, j'avoue avoir du mal à comprendre. Je m'adresse aussi aux éditeurs avec lesquels je travaille souvent. je ne comprends pas. Vous avez fait des recherches, vous avez démarché les maisons qui ont pignon sur rue, etc. Pas pour Vega, ni pour la pour un autre ouvrage. Mais oui, j'ai démarché. Parce qu'il y a un réel talent. Je ne dis pas ça vraiment pour vous flatter. Les gens qui me connaissent savent très bien que c'est absolument pas mon genre de flatter quelqu'un. Si j'avais envie de vous dire que j'avais trouvé ça inintéressant, je vous le dirais avec autant de plaisir que là. Vous ne seriez peut-être pas là non plus. Mais je trouve tout à fait étonnant que vous soyez encore auto-édité avec ce talent littéraire que vous possédez. Oui, mais c'est très difficile. Ou alors si, éditer à compte d'auteur, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Quand j'ai écrit un tout premier roman je n'ai pas sorti en auto-édition, peut-être un jour je le ferai. C'était aussi un très gros pavé. Et je n'ai pas trouvé. Donc moi, je suis allée à Paris, pleine d'espoir, avec 2 valises pleines de manuscrits. Et j'ai fait la tournée des éditeurs, des grands comme des plus petits. Et voilà, on reçoit tous la lettre type, vous savez, votre livre nous a paru intéressant, mais il ne rentre pas dans la ligne éditoriale de notre maison, blablabla. Voilà, voilà, les gens qui font le salon aujourd'hui, on a tous reçu ce genre de lettre type. Alors après, ceux qui nous offriraient des propositions sont à compte d'auteur. Mais moi, ça ne m'intéresse pas à compte d'auteur. Malheureusement, je crois que c'est beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup d'arnaques. Donc je me suis dit, je vais faire moi-même, je vais faire tout moi-même. Donc c'est sûr que là, on est multicasquette. Voilà. Justement, je vais vous demander qu'est-ce moi, je fais tout toute seule, sauf l'impression. Mais je fais la 4e de couverture, c'est moi qui l'ai fait, la 1re de couverture, c'est moi qui l'ai fait, la mise en page, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, je passe d'une casquette à une autre. Mais ce qui me permet d'avoir des livres vraiment pas chers, et ce qui me permet de les vendre pas cher. Un truc comme ça, il coûte quand même 15 €. Que 15 €, et vous avez 600 pages de lecture. Quoi. Mais voilà, moi je donne un fichier informatique à mon imprimeur, il le met dans sa bécane, il tire, il relit rien, il met pas en page, il y a 0 boulot. Quoi. Qu'est-ce qui peut vous motiver, alors en dehors de la satisfaction personnelle d'écrire, du plaisir d'écrire, j'ai envie de dire, sachant que ça représente un travail tellement important, parce que vous disiez avoir plusieurs casquettes, vous êtes aussi votre attaché de presse, vous êtes aussi oui, voilà, donc ça c'est pas le plus votre rigolo, propre secrétaire. Écrire, encore faire les livres, c'est encore pas mal. Alors après, tout le travail de démarchage, il faut démarcher les bibliothèques, il faut démarcher les grandes surfaces. Alors les libraires, non, moi je ne démarche plus les libraires parce que c'est difficile de travailler avec eux. Déjà, ils sont souvent méprisants envers les gens comme moi. Et puis, ils mettent les livres dans un coin, on les récupère 2 mois plus tard, complètement poussiérés, invendables. Donc voilà, après on fait des salons où on passe une journée complète à vendre 4-5 bouquins quand on a beaucoup de chance. Et puis en même temps, moi je ne sais rien faire d'autre qu'écrire. Et si j'écris plus, je crois que je ne vais pas bien. Donc voilà. Mais ce que je vous souhaite, c'est d'écrire encore le plus longtemps possible. Oui. Non, et puis bon, ce qui nous motive, c'est vrai, c'est quand, ce que vous me dites sur Vega. Bon, voilà, moi quand je reçois un mail où on me dit, moi j'ai reçu un mail une fois, on m'a dit, votre livre il devrait être remboursé par la sécurité sociale de Vega. Et moi quand je vais pas bien, quand j'ai le blues, allez, je me prends une petite histoire de Vega, ça me remonte le moral. Bon voilà, moi je me dis, même s'il y en a qu'un qui me dit ça, ça vaut le coup d'écrire. Alors ça c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que moi je l'ai lu donc, lorsque vous me l'avez envoyé, vous êtes la première à m'avoir envoyé
ce livre récemment pour préparer la série d'émissions que nous sommes en train de tourner aujourd'hui à la mairie de Metz. Donc je l'ai lu d'une traite en quelques heures ou 2 jours. Et c'est vrai que depuis, de temps en temps, je le reprends à temps perdu quand j'ai un moment et je repioche des petits passages comme ça. Oui, bah déjà, c'est l'avantage que ce sont des petites histoires totalement indépendantes. Ouais. Puis il y en a qui sont très courtes. Donc c'est vrai que je pense que ça plaît aussi pour ça. Oui, oui. Avant de s'endormir le soir, une petite histoire de Vega ou le matin au réveil. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut y avoir plusieurs lectures et même relectures. Mais c'est léger sans... Je vais me permettre une formule un peu bizarre, c'est léger sans être lourd. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est léger, mais c'est... Oui, il y a du fond quand même. C'est pas un roman de gare, c'est pas le bouquin qu'on va lire sur la plage pour le balancer après... j'ai essayé de mettre du fond quand même. Ouais, j'ai essayé de le faire léger dans sa formulation, dans sa façon de s'exprimer, mais j'ai essayé de mettre du fond. Si mes chiens sont tombés amoureux de Vega, ce n'est pas pour rien, croyez-moi, ils ont du goût. D'accord. Vega, La terreur du petit chemin, par Zaz Chalumeau, et puis cette saga d'École à Maillard en 1, 2, 3, 4 volumes. Vos projets m'ont parlé, donc un livre qui se passe en Ukraine en partie. Voilà, c'est pour bientôt là, il est fini d'écriture, il est en cours de relecture, donc j'espère pour le printemps.